Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence d'aujourd'hui qui sera assurée par Cécilie Champy, qui est conservateur chargée des sculptures au Petit Palais. Elle a également été commissaire de l'exposition Dallou, la grande rétrospective Dallou qui a eu lieu ici même l'année dernière. Et aujourd'hui, elle a choisi de nous parler d'un magnifique thème, les femmes objets, dans les statuettes et la sculpture décorative aux alentours de 1900. Je lui laisse la parole tout de suite. Merci. Merci à Sophie Adèle pour cette présentation. Et donc bonjour à tous. Donc pour cette conférence sur les femmes objets, qui en fait va traiter d'un thème assez particulier, donc les statuettes décoratives vers 1900. Alors dans le Paris des années 1900, la femme est partout, hein, c'est quasiment un lieu commun de le dire. Alors elle accueille les visiteurs, les plus de 50 millions de visiteurs de l'exposition universelle, puisqu'elle est représentée en triomphe par cette grande Parisienne qui surmonte la porte monumentale donc, de l'exposition. Et donc dire que la femme est un thème privilégié des représentations artistiques relève, comme je viens de le dire, du lieu commun, voire de la banalité la plus évidente. C'est un thème qui n'est pas propre à l'art occidental, ni à l'art du XIXe siècle, et pas non plus à l'art des années 1900, puisque, évidemment, dès les origines, la préhistoire, l'Antiquité, on trouve des représentations de femmes, qu'il y a un lien étroit entre l'art et la féminité. On exalte tantôt la sensualité, la fécondité, la beauté de la femme. Alors ces quelques évidences étant dites, il faut quand même reconnaître que vers 1900, on constate une inflation, voire une explosion des représentations féminines, et ce qui a justifié d'y consacrer plusieurs conférences dans ce cycle organisé autour de l'exposition Paris 1900 au Petit Palais, puisqu'il y a vraiment des thèmes incontournables pour aborder cette période, la femme et la mode, la femme et l'art, et donc là, la femme et la petite sculpture. Alors, le titre de la conférence est bien sûr à prendre à 2 degrés, puisqu'il fait référence à l'expression courante « une femme-objet », c'est-à-dire une femme qui serait asservie, soumise au pouvoir masculin et conforme à ses désirs. Et ce qui est, il faut évidemment resituer toute cette production dans une époque qui est encore largement inégalitaire, même si en 1900, et ça on s'en aperçoit moins, c'est aussi, même pas les débuts, le féminisme, les courants féministes sont déjà bien avancés. Il y a des congrès qui sont organisés d'ailleurs à l'occasion de l'exposition de 1900. C'est le début, il y a des débats autour de l'éducation des femmes. Les femmes commencent à accéder à l'enseignement non seulement primaire mais aussi secondaire. Enfin, il y a toute une émancipation de la femme qui est en marche vers 1900 mais qui n'apparaît pas du tout dans la production artistique de cette époque, puisqu'au contraire, les artistes vont privilégier une vision que je pourrais qualifier d'ancestrale, très esthétique de la femme. C'est une femme dont on va célébrer la beauté, l'érotisme, le corps, les liens avec la nature. La femme va envahir les meubles, les objets, elle va devenir un motif décoratif au même titre que les fleurs, les algues, tous les éléments naturels. Et alors, ce qui fait que le terme de femme-objet pour les années 1900 est également à prendre vraiment au pied de la lettre, puisqu'on a j'ai choisi donc pour commencer cette petite sculpture qui est aussi un objet d'art, puisque c'est un pommeau de canne par un sculpteur qui s'appelle Carabin, et donc qui a vraiment utilisé les courbes féminines pour s'adapter à cet objet qui a un usage masculin. Donc évidemment, on peut en tirer beaucoup d'évocations et de connotations sensuelles. Alors, lorsqu'on s'intéresse à l'art des années 1900 et en particulier à la sculpture, on découvre des séries de petites statuettes très caractéristiques du goût de l'époque, mais qui sont en général peu exposées parce que ça correspond à une mode et qui a rapidement passé après la guerre de 1914. Et c'est une mode donc qui a concerné à la fois des grands noms. On pense tout de suite à Degas avec ses petites statuettes de danseuses, même si c'est un cas assez particulier, j'y reviendrai. On pense un petit peu moins à Mayol, Gauguin, Bourdelle qui ont aussi fait quelques essais dans ce genre. Mais en fait, c'était surtout l'apanage d'artistes désormais oubliés. Si je vous parle maintenant de Carabin, de Louis de Jean, d'Alexandre Charpentier, de Jean d'Ampt, ces noms, sauf aux amateurs de l'art de cette période, ces noms ne diront peut-être plus grand-chose. Mais en fait, c'est vrai que c'était vraiment des artistes très appréciés à l'époque.
Et donc je propose de revenir sur ce thème pour l'heure là que va durer la conférence. Donc en commençant déjà par une partie plus contextuelle pour expliquer les raisons d'un tel succès vers 1900, pourquoi autant de petites statuettes décoratives qui mettent en scène des femmes vers cette période. Et puis j'aborderai ensuite 3 thèmes privilégiés par les artistes, donc la femme comme motif dans l'Art Nouveau, la danse, le motif de la danse, et puis évidemment la parisienne, cette femme mondaine, caractéristique de la capitale, et qui donne lieu à de très très nombreuses représentations artistiques. Alors pourquoi un tel succès de la petite statuaire décorative vers 1900 ? Alors il y a des raisons qu'on pourrait appeler archéologiques, qui s'expliquent parce que l'art du XIXe siècle regarde, comme vous le savez peut-être, beaucoup derrière lui. On parle d'éclectisme, d'historicisme, pour désigner tous ces courants qui touchent aussi bien l'architecture, la sculpture, la peinture, et qui s'inspirent de façon parfois quasi obsessionnelle des styles du passé. Et l'exposition de 1900 peut constituer le triomphe de l'éclectisme. On sait que les pavillons de l'exposition s'inspirent des architectures du passé. On avait même reconstitué un village médiéval pour l'occasion. Et le lieu où nous sommes, le Petit Palais, est vraiment un bon exemple de cette... peut être considéré comme un pot pourri de styles, de référence à des styles multiples. Au moment de l'inauguration, certains critiques ont parlé d'une bonbonnière XVIIIe siècle pour qualifier le Petit Palais. Et quand on s'intéresse en détail à l'architecture, on voit qu'en fait l'architecte Charles Giraud a multiplié les références aux villas antiques, aux galeries de palais italiens, à la galerie de Versailles. Enfin voilà, il y a vraiment ce sont des artistes qui maîtrisent parfaitement l'histoire et l'histoire de l'art et qui n'hésitent pas à s'y référer. Alors pour les statuaires, le même phénomène peut s'observer. Et notamment, il y a vers 1900, ça commence plus tôt, dans les années 1870, une véritable mode des tanagras, ces petites statuettes en terre cuite, qui sont en fait une production on les a appelées tanagras par référence à la ville en fait où on a fait la découverte archéologique dans les années 1870. C'était des petites statuettes qui étaient largement produites dans le monde grec entre les 4e et 3e siècles avant notre ère. Et évidemment, les découvertes archéologiques qui ont lieu dans la deuxième partie du 19e siècle vont faire que les artistes, les amateurs, les collectionneurs vont se passionner vraiment pour ces productions. L'expression de tanagra va même passer dans le langage courant pour désigner une jolie jeune femme. Et donc il va y avoir vraiment des collectionneurs qui vont s'intéresser à ce type de production. Là, je vous ai mis un exemple, une photographie qui montre le peintre Henri Roire dans son atelier. Alors, les Roires, c'est un sujet qui a fait l'objet de multiples livres et expositions. Henri Roire, c'est le père de la dynastie, qui était à la fois peintre, mais surtout connu comme collectionneur, ami de Degas, qui a protégé tous les grands impressionnistes. Et donc là, vous le voyez dans son atelier, et à l'arrière-plan, au milieu de tous les tableaux de sa collection, une vitrine de petites statuettes égyptiennes, et on devine les tanagras, mais bon, on ne le voit pas directement. Et voilà, aussi un pastel, puisque je vous ai dit que c'était l'ami d'Edgar Degas, donc un pastel qui représente Madame Henri Roire face à une petite statuette de tanagra. Alors un autre exemple intéressant, même si là on change de niveau dans la collection, puisqu'il s'agit du sculpteur Antoine Bourdelle, donc évidemment très connu comme artiste, qui avait une collection, mais disons qu'il n'avait pas le même niveau de fortune qu'Henri Roire, qui était un grand industriel, donc qui avait les moyens de sa passion. La collection d'Antoine Bourdelle, en fait, est largement alimentée dans des brocantes. Et en fait, alors là, je dois remercier mes collègues du musée Bourdelle qui m'ont aimablement autorisé à reproduire cette photographie, puisqu'en ce moment, il y a en cours une étude de tous les meubles et de tous les objets qui ont meublé l'atelier du sculpteur. Vous savez qu'il y a un musée Antoine Bourdelle juste derrière la gare Montparnasse, que je vous invite à visiter si vous vous intéressez à la sculpture. Et donc, là, on voit Antoine Bourdelle donc, dans son atelier avec à l'arrière une grande vitrine avec plein de petites statuettes de tanagra, des vraies mais surtout des fausses, puisque comme je vous l'expliquais, en fait, Antoine Bourdelle achetait
probablement dans les brocantes, et pas toujours des objets authentiques, puisque évidemment, conséquence de cet engouement pour les petites statuettes grecques, il va y avoir un marché des faux qui va se développer aussi à la fin du XIXe siècle. Alors, c'est vrai que ça a l'air assez anecdotique, on ne fait pas forcément le lien avec la production du XIXe siècle, mais en tous les cas, les critiques de l'époque faisaient vraiment le lien entre ces tanagras antiques et les petites statuettes que produisaient les sculpteurs contemporains. Et on a un exemple, notamment celui d'un sculpteur qui s'appelle Louis de Jean, sur lequel je reviendrai longuement dans la dernière partie, qui était célèbre à l'époque pour présenter chaque année au salon, dans les années 1890-1900, des petites figurines mettant en scène des Parisiennes, et que les critiques avaient surnommé les tanagras modernes. Et plus amusant encore, donc on a des textes dans les critiques de l'époque qui expliquent comment cette idée, l'idée de faire des Parisiennes est venue à De Jean. Et donc je vais vous lire le texte parce qu'il est assez évocateur. C'est un texte du critique Léandre Vaillat qui paraît en 1910 dans une revue qui s'appelle L'Art et les artistes. Alors, le sculpteur De Jean se promenait un jour au musée du Louvre, devant les vitrines où l'on a rassemblé les statuettes de Tanagra et celles de Myrina. En allant de l'une à l'autre et des vitrines à la fenêtre, d'où l'on découvrait la place du Carrousel, il vit que les Parisiennes qui allaient et venaient, nerveusement affairées ou délicatement oisives, ressemblaient fort aux femmes qu'avaient observées les modeleurs de Béotie et d'Asie mineure. Il fut sensible comme eux au charme familier, à l'inspiration intime de leurs allures, et il chercha dès lors à exprimer ce que les Grecs avaient si bien réalisé. Il ne les copia en aucune manière, et il ne fit pas du faux Tanagra, comme tant d'autres aujourd'hui font du faux Louis XV, du faux assyrien, ou même du faux impressionnisme. Voilà, donc le lien est vraiment dès 1910 et fait entre cette production antique et la production la plus contemporaine. Alors, autre explication, donc à l'origine de cette mode, la vogue des statuettes portraits, qui remonte au romantisme, où vont apparaître donc des séries de petites sculptures qui mettent en scène les artistes de l'époque, qui obtenaient, on appellerait ça aujourd'hui des stars. Et là, vous avez un exemple d'une petite statuette en bronze par Jean-Auguste Barre, qui représente donc Fanny Hessler, qui était une grande danseuse des années 1830-1840. Et voilà un autre exemple, toujours du même Barre, c'était sa spécialité. Il a représenté aussi Marie Taglioni, qui était une ballerine qu'admirait Théophile Gautier. Enfin voilà, on a toute une série de petites sculptures. Donc là, je vous ai mis la sculpture qui représente la tragédienne Rachel, qui est conservée au musée Carnavalet. Et donc c'est une mode qui se poursuit jusque dans les années 1900-1910, avec là un exemple d'un sculpteur russe, d'origine russe, Paul Troubetskoy, qui a fait le portrait de Robert de Montesquieu, une petite sculpture en bronze qui appartient au musée d'Orsay. Et alors c'est évidemment pas innocent de l'avoir présenté à un moment juste en regard du portrait de Marcel Proust par Jacques-Émile Blanche, puisqu'évidemment Robert de Montesquieu est un des représentants de cette aristocratie raffinée que Proust a mis en scène dans la recherche du temps perdu, et qui constituait des mécènes, ceux qui achetaient ce genre de petites sculptures, qui les mettaient en scène, donc toujours dans des positions avantageuses. On le voit, là, il est assis, entouré des objets familiers, de ses chiens. Oui, Paul Troubetskoy était un artiste à succès vers 1900, représentatif des artistes étrangers qui sont venus exposer à Paris au moment de l'exposition universelle, et qui avait un atelier à Neuilly, donc qui rassemblait toute la bourgeoisie, la haute bourgeoisie et l'aristocratie de l'époque. Alors, ce qui explique aussi la vogue de la petite statuaire, ça va être la diffusion de l'édition au cours du XIXe siècle. On va avoir donc des grandes maisons de fondeurs, les plus réputées étant Susse et Barbedienne, mais il y en a beaucoup d'autres en fait, qui vont permettre la diffusion
des chefs-d'œuvre aussi bien de l'Antiquité ou des 17e, enfin de la Renaissance et des 17e, 18e siècles, que la diffusion des chefs-d'œuvre contemporains. Donc quand on a une œuvre le plus souvent présentée au salon qui obtient un grand succès public, elle est rapidement diffusée sous la forme de petites sculptures, de figurines. Et évidemment, l'édition va représenter pour les sculpteurs une source de revenus importante. On va avoir des artistes comme Barye, comme Carpeaux, qui vont vraiment s'y intéresser, puisqu'elle permet la diffusion de leurs modèles en différents formats, en différents matériaux, et sachant qu'évidemment une petite sculpture coûte plus ou moins cher en fonction donc de sa taille, si elle est dorée ou pas, si on a utilisé des matières précieuses ou pas. Donc là, vous avez un exemple, La nature de Barrias, qui est vraiment un grand succès des années 1900. Barrias présente un exemplaire au salon en 1899. Magnifique sculpture qui est caractéristique du goût de l'époque pour la polychromie, puisque Barrias a utilisé différents types de marbre colorés d'Algérie, et cette sculpture va tout de suite être éditée par Susse, la maison Susse Frères, et là vous en voyez 3 exemplaires qui sont conservés dans 3 musées. Donc le premier à votre gauche est conservé à Boston, celui au centre est conservé au musée des arts décoratifs. Vous voyez que c'est le plus précieux puisque la sculpture est en ivoire et en bronze doré, et un autre qui est conservé au musée de Pithiviers. Donc, évidemment, là, on a 3 exemplaires, mais il y en a eu beaucoup d'autres, et on peut en retrouver d'autres sur le marché de l'art. Alors, le goût aussi, qui est caractéristique des années 1900, pour le bibelot. On l'a vu, l'exposition universelle. Enfin, on le voit quand on visite l'exposition universelle. Quand on visite l'exposition du Petit Palais Paris 1900, on voit que l'exposition universelle est vraiment le début de ce qu'on pourrait appeler les produits dérivés, et qu'on se met à produire des tas d'objets, les objets souvenirs. Vous avez des grandes vitrines dans l'exposition qui vous montrent toute cette production d'assiettes, de vides-poches, de bonbonnières, des tas d'objets qui représentent donc toutes les attractions de l'exposition, et parmi elles, évidemment, la Parisienne, cette grande sculpture de Paul Moreau-Vautier qui surmontait, comme je l'ai dit au début, la porte monumentale. Donc là, vous avez 3 petites figurines en bronze doré. Alors, je n'ose pas dire des sculptures, mais c'est vraiment... là, on est à la limite de la sculpture et du produit dérivé, donc des petites sculptures, des petits objets en bronze doré qui ont été diffusés à de multiples exemplaires et dont on retrouve encore trace aujourd'hui. Alors voilà, pour un texte des Goncourt, pour illustrer cette bric-à-bracomanie, c'est le terme qu'emploie Edmond de Goncourt, qui dit donc dans La maison d'un artiste, cet ouvrage où il décrit sa collection: pour notre génération, la bric-à-bracomanie n'est qu'un bouche-trou de la femme qui ne possède plus l'imagination de l'homme. Et j'ai fait à mon égard cette remarque, que lorsque par hasard mon cœur s'est trouvé occupé, l'objet d'art ne m'était de rien. Alors là, on a évidemment, déjà le terme est amusant à retenir, et dit bien ce qu'il veut dire, et puis en plus on a un lien qui est fait de façon très explicite entre le bibelot et la femme, donc ça permet évidemment de broder toutes sur les connotations érotiques qu'on peut attribuer au bibelot, et qu'on va voir après dans tous ces objets caractéristiques du mouvement Art Nouveau. Et puis alors dernière, dans un registre plus sérieux, ce qui explique aussi cette vogue de statuettes décoratives, c'est la promotion en fait que vont faire tout un groupe de critiques, la promotion des arts décoratifs et de ce qu'on va appeler un art social. Et donc, puisqu'il y a en effet un double courant à l'époque qui se met à valoriser les arts décoratifs. On cherche à décloisonner les disciplines et à dire que finalement un objet d'art, quand il est réussi, vaut autant qu'une peinture ou qu'une sculpture. C'est le moment où les objets d'art sont présentés dans les différents salons. Il y a les 2 grands salons à l'époque, le Salon des artistes français et puis la Société nationale des beaux-arts, qui, en 1891 et 1894, vont accepter d'accueillir, de présenter les objets d'art.
Et puis, il y a aussi tout un courant qui valorise cette production parce qu'on cherche à faire un art en accord avec une société qui est une société démocratique, et donc il faut que cette production soit accessible à un plus large public. Et évidemment, la petite statuaire et la statuaire d'édition répond parfaitement à cette nouvelle exigence, puisqu'elle permettrait, dans l'idéal, de diffuser dans les intérieurs, dans la vie quotidienne, des modèles réalisés par les plus grands artistes. Et donc j'ai quelques textes qui illustrent ces idées. Un texte de Gustave Geoffroy, qui est tiré du Salon de 1894, toujours dans la revue La vie artistique. Donc 1894, en fait, c'est l'année où la Société des artistes français expose pour la première fois des objets d'art aux côtés donc, des grandes peintures, des grandes sculptures. Donc voilà ce qu'écrit donc, le critique. « Aux époques d'art, tous les objets sont des objets d'art, tel est mon refrain. Il y aurait à dire, et à dire sans cesse, à propos de ces objets d'art que l'on voudrait voir mieux faits pour l'humanité d'aujourd'hui, moins affirmatifs d'une préoccupation à figurer dans les musées de demain. Souhaitons, tout en admettant ces données et ces visées, qu'une autre compréhension s'affirme et que des artisans venus du peuple et des artistes ayant le sens du peuple, il y en a, ça donne à une simple et abondante production de modèles usuels. Il est temps. » Donc là, on voit vraiment un critique qui prône la démocratisation en fait, de l'art et critique ces artistes qui ne travaillent que pour les élites les plus fortunées. Et évidemment, on reste dans le domaine de l'utopie la plus... puisque ces objets que je vais vous montrer, que je vais vous présenter dans la suite de la conférence, sont quand même largement destinés à des élites. Ce sont des objets, ce qu'il appelle des objets de vitrine, des objets précieux, et que l'idéal en fait de ces penseurs, théoriciens et artistes qui voudraient faire rentrer l'art dans la vie quotidienne va rarement se réaliser, puisque l'art nouveau est quand même le fait d'une élite, certes éclairée, mais quand même fortunée. Et puis très rapidement, donc l'art social, parce que le grand nom en fait de ce courant, c'est celui de Roger Marx, qui était un critique théoricien d'art très actif dans les années 1890-1900, et qui va publier en 1905 un livre qui s'appelle L'art social. Et donc là, je vous ai mis un extrait de la préface par Anatole France qui reprend en fait toutes ces grandes idées, cette volonté donc de démocratiser l'art et de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc toutes ces raisons, on peut rapidement résumer, peut-être de façon un peu schématique, mais je pense que c'était important quand même de les rappeler avant de passer à cette présentation thématique des sculptures et des objets, parce que c'est vraiment important, à mon avis, pour bien comprendre en fait le sens de toute cette production. Alors évidemment, la femme va envahir les objets et les sculptures de l'art nouveau, et je vais vous en présenter donc quelques exemples, dont certains sont visibles dans l'exposition. Alors, pourquoi une telle fascination en fait des artistes pour la femme, C'est une époque où on se met à relire les mythes antiques et les légendes médiévales, et où la femme va être souvent perçue plus comme une séductrice, dangereuse, très séduisante, mais aussi dangereuse pour l'homme. Et évidemment, c'est à rapprocher des courants littéraires, poétiques et artistiques qu'on a du symbolisme, qui va privilégier cette vision un peu inquiétante de la féminité. Alors on en a un magnifique exemple avec cette sculpture en bronze doré d'Alphonse Mucha, qui représente la nature, qui est visible dans l'exposition, et donc alors, Mucha est quand même est plutôt connu pour ses affiches et ses figures de femmes très, 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 très belles, très, très séduisantes. Mais là, avec cette sculpture qui existe en plusieurs exemplaires, on en a un autre justement qui est présenté à Bruxelles, dans le musée fin de siècle, et qui a ouvert récemment. Donc caractéristique de ce goût pour les matériaux précieux, on allie le bronze doré et argenté pour offrir une vision un peu énigmatique de la femme. On ne sait pas très bien, cette nature est très séduisante, mais elle a aussi un côté un peu inquiétant. Alors encore plus dérangeant, l'œuvre de François Rupert Carabin, qui est un sculpteur
un peu connu. Il y a eu une exposition dans les années 90 dans les musées de Strasbourg. Il y a un catalogue, donc on connaît comme ça assez bien son œuvre. Et c'est vrai que c'est vraiment l'artiste qui va aller le plus loin dans cette représentation des femmes objets, puisqu'il va multiplier donc les petits objets. Là, vous voyez un vide-poche et puis un encrier qui mettent en scène des femmes, mais dans des postures très, très peu flatteuses pour l'image de la femme, qui choquait à l'époque et qui choque encore de nos jours. Là, vous voyez cette femme encrier, donc cette pieuvre, qui a donc la pieuvre entre les jambes de la femme, donc il y a vraiment une allusion au sexe féminin, et puis l'araignée, donc qui... Bon, une vision un peu moins choquante, on voit la chevelure de la femme qui se transforme évidemment en vide-poche, et chevelure donc qui est comparée à une araignée, donc c'est pas très très flatteur pour la femme. Alors Carabin est quand même beaucoup plus intéressant, je pense. C'est un vrai sculpteur, un très grand sculpteur, et qui a un parcours un peu atypique, puisqu'en fait il est originaire d'Alsace. Il est né dans un petit village près de Saverne, et donc il est fils de menuisier. Il a grandi dans la forêt, il le dit lui-même, puisqu'on a des lettres où il revient sur son parcours. Et donc c'est quelqu'un qui maîtrise très bien la sculpture sur bois, et qui va réaliser comme ça des sculptures magnifiques. Il a vraiment le sens du matériau. Et donc là on en a deux exemples présentés dans l'exposition. La volupté et la souffrance, qui sont conservées à Strasbourg, qui paraissent en fait être des sculptures autonomes, et qui ont été conçues à l'origine pour être des montants de rampes d'escalier. Donc là on est toujours dans la même thématique de la femme objet, motif décoratif, et qui évidemment maintenant sont sortis de leur contexte. Et alors... Oui, je vous dis, on voit donc le canon très réaliste. Bon, évidemment, il y a une réflexion peut-être moralisante entre une opposition entre cette... Alors, ça s'appelle la volupté et la souffrance, mais elles ont d'autres titres. Il y a aussi la jeunesse et la vieillesse. Enfin, c'est des titres un peu donnés a posteriori. Évidemment, il y a une confrontation entre la beauté du corps de la femme qui est jeune, et puis la déchéance donc de la femme plus âgée. Alors peut-être en effet une représentation emblématique une mise en garde contre les dangers des plaisirs, du vice, etc. Alors ce canon très réaliste, c'est vrai que les femmes de Carabin sont en complet opposées aux femmes, par exemple, d'un Mucha, très gracieuses. On sait que Carabin était un ami, il a fréquenté toute la bohème artistique des années 1880-1890, puisque c'est le moment en fait où il s'est formé, puisqu'il s'est formé comme menuisier quand il est venu à Paris, et donc il s'est mis à fréquenter Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, dont il était proche, et il a un peu la même approche, c'est-à-dire qu'il va privilégier une vision très réaliste de la femme. On sait qu'il se servait de photographies de nus, donc parfois certains sont, quand on les regarde, presque choquants. C'est quasiment des photographies pornographiques. Donc il y a tout ce travail très réaliste sur le corps, donc qui est propre à Carabin, mais qui est propre à d'autres artistes. Je citais Degas, Toulouse-Lautrec, qui choquaient. Il y a eu des réactions très violentes à l'époque. Notamment un critique qui s'appelait Max Nordau, qui a écrit un livre, Dégénérescence, où il accusait Carabin en disant qu'il présentait des images tout à fait dégradantes de la femme. Donc évidemment, Carabin lui a répondu. Et par exemple, il dit à un critique il explique en fait que ces images de femmes sont pour lui des images de sauvages divinités qui naissent dans les arbres creux. Il a été élevé dans la forêt, comme il l'explique, donc ce serait plutôt à prendre comme des allégories de la nature. Donc on retrouve le thème traité par Mucha, mais une nature qui ne serait pas la nature généreuse, rassurante, au contraire une nature... Et voilà ce qu'il explique. Il dit que ces femmes représentent la nature instinctive, inconsciente et sensuelle. Donc on est plus dans l'évocation
des pulsions, que dans une évocation rassurante, sereine de la nature. Alors je termine avec Carabin, avec évidemment l'évocation de la vitrine Carabin, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre du Petit Palais, que vous pouvez aller voir en sortant de l'auditorium, où là on retrouve toujours ces mêmes femmes qui symbolisent les différents matériaux. En fait, il y a la céramique, le feu, voilà, et qui servent en même temps de montant à la vitrine. Alors, autre exemple d'objets, sculptures en bronze qui figurent également à l'exposition, La Nuit de Prouvé, où là on retrouve ce jeu sur la chevelure de la femme qui donne la forme en fait qui donne sa forme à la sculpture. Alors Prouvé est un artiste originaire de Nancy et qui, comme tous ces artistes art nouveau, va être à la fois sculpteur, peintre, il va s'intéresser à la reliure. Et puis j'ai mis en regard évidemment la sculpture de Sarah Bernhardt, même si là il ne s'agit pas d'une femme, mais c'est la seule sculpture de femme en fait que je vais vous présenter. C'est un petit peu étonnant. Pourtant, il y a tout un courant de femmes peintres et sculpteurs à l'époque, mais c'est vrai qu'elles ne vont pas du tout s'intéresser à ce style. Et donc Sarah Bernhardt qui va faire des sculptures inspirées par le monde végétal. Là, vous voyez une algue qui rappelle évidemment les méduses et la nuit de Prouvé. Un exemple emprunté à la Belgique d'un sculpteur, Philippe Wolfers, issu d'une dynastie d'orfèvres, actif en Belgique et qui va réaliser donc cette somptueuse femme au pan. Là, on retrouve l'association entre l'animal avec le volatile et puis la femme. Et autre exemple qui figure à l'exposition, La Fée Morgane par un sculpteur Pierre Roche, qui a commencé qui était pharmacien, qui a fait des études de pharmacien pour être pharmacien et qui a changé complètement d'orientation puisqu'il a décidé de se consacrer à la sculpture. Il a commencé par la sculpture monumentale puisqu'il a été l'élève de Jules Dalou. Et puis finalement, vers 1890-1900, il va s'intéresser plutôt à la petite sculpture, aux objets d'art et à la gravure. Et là, vous avez un exemple donc de petites statuettes décoratives. Alors, en fait, il s'est intéressé aussi au folklore breton, puisqu'il a acheté une maison en Bretagne, dont il va concevoir tous les éléments de décoration, depuis la girouette jusqu'à la boîte aux lettres. Là aussi, c'est un exemple qu'on retrouve d'autres artistes qui ont une démarche comparable. Et évidemment, la fée Morgane se réfère à tout cet imaginaire breton qu'il va découvrir dans les années 1900, puisqu'il fait référence à une légende, donc cette femme qui avait subi un enchantement et qui était condamnée à se transformer un jour par semaine en serpent. Donc là, on a la légende qui sert évidemment l'Art Nouveau, puisque les courbes du corps féminin vont se transformer en courbes serpentines, pour donner une vision assez ambiguë en fait de la femme, puisque certes elle est séduisante, mais elle est également dangereuse et prête à causer la perte de l'homme. Alors Pierre Roche évidemment est un artiste, comme je vous disais, qui s'est illustré dans différents domaines et qui est encore un peu connu peut-être parce qu'il était le sculpteur favori de Loie Fuller, cette danseuse qui triomphe en 1900, qui va lui demander de concevoir la décoration sculptée de son théâtre, du théâtre qu'elle se fait édifier dans le périmètre de l'exposition universelle. Et vous voyez là encore que les figures de femmes s'insèrent complètement dans l'architecture. Et c'est Pierre Roche donc, qui va réaliser la sculpture de Loie Fuller, représentée en train de danser, sculpture qui surmonte la porte d'entrée du théâtre, et qui a disparu, parce que c'est des œuvres, pour ces artistes qui sont désormais méconnus, c'est vrai que leur œuvre, c'est pas toujours bien conservé, et là notamment les sculptures, les plâtres ont largement été détruits au XXe siècle, à un moment où l'Art Nouveau va complètement passer de mode. Et puis, dernier exemple pour illustrer la femme comme motif décoratif dans l'Art Nouveau, un exemple emprunté à l'architecture.
la porte d'entrée donc d'un immeuble que vous pouvez voir pas très très loin d'ici, avenue Rapp, qui est très connu, qui est reproduit dans tous les livres consacrés à l'Art Nouveau, où on voit évidemment cette porte d'entrée où la femme triomphe, puisqu'elle est représentée au sommet du fronton. Alors certains disent que ça serait un portrait de la femme de l'architecte, peut-être. Et en tous les cas, elle est représentée entre deux figures, Adam et Ève. Alors c'est pas très visible sur ma photo, mais Adam qui a l'air Adam après la faute, tout penaud, et puis Ève au contraire triomphante. Voilà. On a toujours cette thématique de la femme qui séduit et qui attire l'homme, voilà. Et puis une petite maquette qui vient d'être donnée, donc qui n'est pas encore visible, mais qui vient d'être donnée au Petit Palais, et donc qui témoigne aussi de cette production en série, propre aux années 1900. Alors la danse, alors là c'est vraiment un thème facile, mais qui correspond vraiment à une réalité c'est un thème qui fascine les artistes de l'époque, c'est pas nouveau de le dire. Tout le monde connaît Degas, ça c'est sûr, les danseuses du musée d'Orsay, puis il y a une gare Degas qui va multiplier les pastels, les dessins, les peintures, et aussi les sculptures sur le thème de la danse. Là je vous ai mis une petite photo d'une cire qui est conservée à Washington, musée où sont présentées les cires. Alors pour Degas, ce qu'il faut bien avoir en tête, en fait, c'est que c'est des œuvres pour la sculpture, des œuvres, il n'en a présenté qu'une, cette figure de danseuse, la petite danseuse de 14 ans qu'il a présentée au salon, mais toutes les petites sculptures en cire étaient en fait sont restées dans son atelier et lui servaient sans doute de modèle pour sa production peinte et dessinée. Et elles ont été éditées après sa mort, quand les héritiers les ont retrouvées dans l'atelier de l'artiste. Donc elles n'étaient pas diffusées vers 1900. Mais elle témoigne quand même de recherches contemporaines de ces années-là. Évidemment, ce qui fascine chez les artistes qui s'intéressent aux danseuses, alors c'est certainement le côté érotique de la danseuse, forcément, puisque vous savez qu'à l'époque, les femmes, les danseuses d'opéra étaient souvent aussi des demi-mondaines, qui étaient entretenues par de riches bourgeois. Donc ça, c'est une réalité de l'époque. Mais ce qui les intéresse aussi, et là c'est manifeste avec cette série de sculptures de Carabin, c'est la représentation du mouvement. Parce que ça, c'est un thème qui irrigue tout l'art de la fin du 19e siècle. C'est le moment où se développe la photographie, où naît le cinéma. Et donc il y a toute une réflexion dans les disciplines majeures, la peinture, la sculpture, sur comment représenter le mouvement, comment fixer l'instantané, ce qui n'est pas a priori ce qui est difficile, ce qui est vraiment le défi auquel auquel se confrontent aussi bien les peintres que les sculpteurs. Et là, c'est vraiment manifeste. On peut faire des liens entre des photographies de l'époque, que je n'ai pas à montrer, mais où on cherche à décomposer les mouvements d'un coureur, d'un animal, etc. Et je pense que les séries de statuettes, notamment celle de Carabin, sont un peu l'équivalent en sculpture. Alors Carabin, évidemment, s'est intéressé au thème de la danse, non seulement en sculpture, mais aussi en médaille. Et donc j'ai tenu à montrer ce projet de médaille qui est conservé au Petit Palais, pour rappeler aussi l'essor d'un art, alors là, longtemps considéré comme mineur, mais qui vers 1900 connaît un regain d'intérêt et qui intéresse donc aussi les sculpteurs. Et puis une petite sculpture en bronze, toujours de Carabin, qui montre la belle Otero dans une danse, je crois que c'est la danse espagnole, une de ses productions à succès. Et là, c'est pareil, on voit vraiment qu'au-delà de la représentation d'une célébrité, ce qui intéresse le sculpteur, c'est saisir le mouvement de la danseuse, plus que saisir ses traits individuels. Alors un autre exemple de sculpteur de danseuse, alors là beaucoup moins connu même que Carabin, c'est un artiste qui s'appelle Jacques Loisel, qui est un sculpteur qui est passé par l'école des Beaux-Arts, qui a été élève d'artistes comme Chapuis et Mercier et qui a exposé régulièrement au salon entre 1890 et 1910-1920, et qui était réputé à l'époque pour ses sculptures de danseuses. Il y a un article qui le qualifie
Jacques Loisel, le sculpteur des danseuses. Alors c'est amusant parce qu'on sait qu'au même moment, Degas était surnommé le peintre des danseuses, donc il y a quand même des parallèles, toutes proportions gardées. Et évidemment, donc là vous avez une série de petites figurines en bronze qui sont conservées dans une collection particulière. Et vous voyez donc toujours le même intérêt du sculpteur pour représenter les différentes positions du ballet classique et la représentation donc du corps en mouvement avec un canon très réaliste. On n'est pas du tout dans l'idéalisation. Alors, un chef-d'œuvre dont une partie est présentée dans l'exposition, le jeu de l'écharpe, cet ensemble de figurines en biscuit de Sèvres réalisé par Agathon Léonard pour la manufacture de Sèvres en 1900, en tous les cas le surtout, puisqu'en fait ces petites figurines étaient destinées à faire partie d'un surtout, c'est-à-dire de l'ensemble de statuettes qu'on pose au centre d'une table pour décorer les tables lors des repas officiels ou de festivités. Et donc 1900, c'est, comme je vous le disais, un moment de renouveau dans les arts décoratifs, et la manufacture de Sèvres va promouvoir ce renouveau, va chercher à moderniser sa production vers 1900 et va faire appel à des grands sculpteurs pour donner des modèles de figurines. Et donc il faut citer par exemple le nom d'Auguste Sandier, qui était directeur artistique de la manufacture de Sèvres à cette période-là, et qui va repérer les modèles que Agathon Léonard expose au Salon en 1897, donc 3 ans avant l'exposition universelle. Alors Agathon Léonard est un sculpteur, donc il présente en fait des reliefs de danseuses. Pour lui, il imaginait plutôt ces reliefs comme étant destinés à décorer un foyer d'opéra. Donc là, on retrouve cette fascination pour le ballet, la danse, l'opéra. Et en fait, donc, la manufacture de Sèvres va demander à Agathon Léonard de transcrire ces reliefs en ronde-bosse, c'est-à-dire en sculpture, en petite sculpture, pour en faire des modèles de surtout. Et alors c'est ce qu'il va faire, donc il va réaliser un ensemble de 15 figurines. Alors chaque figurine se distingue des autres par son attitude, par ses accessoires. Vous voyez, alors on surnomme, on a donné comme titre à l'ensemble le jeu de l'écharpe, par référence aux accessoires de certaines d'entre elles qui dansent en s'entourant d'écharpes. Alors évidemment, il faut y voir une référence aux danses de Lalo Fuller. Vous avez dans l'exposition des extraits de films qui vous montrent l'utilisation que faisait cette danseuse des voiles. Elle jouait évidemment sur les effets lumineux parce qu'elle était éclairée. Il y avait des projecteurs qui permettaient de changer la couleur de ses voiles, etc. Donc là, il y a une référence sans doute à cette danse qui est perçue à l'époque comme très moderne, très novatrice, même si maintenant, nous, quand on voit les images de Loïc Fuller, on reste un petit peu sceptique, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment le symbole de la modernité. Et, voilà. Et puis, il y a aussi, qui est propre à l'œuvre surtout du jeu de l'écharpe, il y a quand même aussi une référence, je pense, à l'art antique avec ce retour à des plissés très près du corps, à des draperies qui rappellent un peu les draperies mouillées de l'époque hellénistique. Voilà, donc il y a une double influence qui plaît beaucoup, puisque c'est vraiment un grand succès d'édition. La manufacture de Sèvres va éditer les petites figurines jusque dans les années 30, en 2 tailles. Ça va être vraiment un grand succès de l'époque, un succès qui est mérité, parce que c'est vrai qu'il s'agit d'un vrai chef-d'œuvre très connu, mais voilà. Alors, je vous montre, pour terminer sur Agathon Léonard, la présentation, parce qu'évidemment, dans l'exposition, on ne voit qu'une partie du surtout. Le surtout au complet, les 15 figurines. Alors, la photo n'est pas très bonne, parce que c'est moi qui l'ai faite. Mais nous disons que c'est la présentation que vous pouvez voir à Hambourg, au Musée des Arts Décoratifs de Hambourg, où l'ensemble est présenté dans une vitrine d'époque. Et ça, je trouve ça très, très beau. C'est la vitrine qui avait été dessinée par Hunchel, alors un autre grand nom oublié
de ces années-là, qui avait conçu ces vitrines pour le pavillon de l'Union centrale des arts décoratifs, le pavillon donc que présentait l'Union centrale des arts décoratifs à l'exposition universelle de 1900. Voilà, donc vraiment une vitrine 1900, et je trouve que ça met quand même bien en valeur cette série. Et puis ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'à Hambourg sont conservées les esquisses, là on les voit très mal, mais il y a les esquisses, les premiers reliefs en terre d'Agathon Léonard, donc on voit bien l'évolution du travail du sculpteur entre ses premiers projets et puis l'œuvre achevée. Voilà. Alors, Loïc Fuller, donc j'ai déjà évoqué, je vais finir assez rapidement, sinon je ne vais pas avoir le temps de parler des Parisiennes. Donc Loïc Fuller, qui est vraiment, mais bon, ça a été déjà beaucoup traité, qui a inspiré beaucoup d'artistes. Alors là, vous voyez une affiche et puis une lithographie, très belle lithographie de Toulouse-Lautrec. Et Loïc Fuller, donc, qui va inspirer aussi bien Pierre Roche que... là, vous avez un livre réalisé par Pierre Roche. Enfin, le texte est de Roger Marx et les gravures sont de Pierre Roche, avec une dédicace donc de Loïc Fuller au sculpteur, parce qu'elle l'appréciait beaucoup, plus que des artistes, plus que Toulouse-Lautrec ou d'autres. Voilà, c'est assez étonnant. C'est le goût des stars qui n'est pas forcément... Voilà. Rupert Carabin qu'on retrouve, voilà. Raoul Larche, La lampe de bureau, Loïc Fuller, autre grand succès de l'édition des années 1900, on en trouve plusieurs exemplaires dans différents musées. Et puis Théodore Rivière, La danse du lys, donc une des chorégraphies à succès donc de Loïc Fuller. Et Jules Desbois, un autre artiste, élève de Rodin. Il y a tout un groupe dans les élèves de Rodin qui vont s'intéresser aussi à la petite sculpture. Et Jules Desbois en fait partie, mais il s'intéresse aussi à la sculpture monumentale. Et il y a d'autres exemples de sa production monumentale dans l'exposition. Alors, on quitte donc le registre de la danse pour venir à celui des Parisiennes. Vraiment, alors là, caractéristique de 1900, parce que si on demandait à quelqu'un qu'est-ce que c'était pour lui que Paris 1900, c'est évident qu'on pense tout de suite, par exemple, à la Parisienne de Jean Béraud. Alors on a l'équivalent, évidemment, en sculpture, avec des séries de petites statuettes qui mettent en scène les femmes dans un costume contemporain, occupées à leurs occupations du quotidien. Alors ça commence avant 1900, on a des représentations de Parisiennes qui datent des années 1880, même... de la Troisième République. On a un bel exemple qui est présenté dans les collections permanentes du Petit Palais avec cette Parisienne de Chatrousse, donc qui a été présentée au Salon en 1876 et qu'on met en regard de façon quasi évidente avec le grand portrait de Parisienne de Charles Giron. On voit que le costume est assez similaire. Voilà, donc il y a des liens évidents entre la peinture, la sculpture de cette période. Un autre exemple tiré des réserves du Petit Palais par un artiste, Tony Noël, qui a présenté des œuvres au salon dans ces années-là, qui a travaillé au décor notamment du Grand Palais, et qui là a fait une allégorie de la comédie, mais qui présente tous les traits d'une Parisienne avec ce costume caractéristique des années 1880. Et puis on arrive à 1900 avec la vogue de petites sculptures qui représentent alors soit des célébrités, comme Yvette Guilbert, cette chanteuse de cabaret qui va inspirer notamment Toulouse-Lautrec. On trouve aussi Réjeanne, cette artiste très, très célèbre. Donc des petites sculptures, alors qui sont à la limite de la sculpture et de la petite du petit objet souvenir, qui témoigne de l'engouement du public à l'époque pour ces vedettes. On sait qu'en parallèle, il y avait une énorme production de photographies qui mettait en scène les danseuses, les chanteuses de l'époque et dont s'inspiraient les artistes. Alors Cléone Mérode est aussi un très bon exemple, avec ce nu, cette figure de danseuse, ce plâtre, alors pour lequel Cléone Mérode aurait posé, alors seulement la tête, a-t-elle dit, et évidemment, en fait, probablement pour le corps aussi, mais voilà, elle a fait
parce qu'évidemment la sculpture quand elle a été présentée au salon a fait scandale, et donc Claude Mérode a été obligée de demander un démenti au sculpteur pour expliquer qu'elle n'avait posé que pour le haut, mais pas pour l'ensemble du corps. Et puis un masque inspiré par le visage de Claude Mérode. Et on arrive alors aux séries de Parisiennes faites par un Louis Dejean, complètement, assez peu connu, oublié de nos jours, mais qui était à l'époque représentatif, comme je le disais, comme Jules Desbois, comme Schnegg, de tout un groupe d'élèves de Rodin qui vont chercher à se différencier du maître. J'ai très peu parlé de Rodin, mais on pourrait, parce qu'il y aura une conférence en fait qui va avoir lieu. C'est la conférence qui suit, hein, donc voilà, j'ai mis un peu de côté le cas Rodin, même si on pourrait trouver évidemment des problématiques comparables chez cet artiste, mais en tous les cas, donc, dans ces élèves, donc, certains vont essayer de se différencier de son style pour s'intéresser donc à des genres perçus comme plus novateurs, et justement la statuette qui met en scène des femmes contemporaines. Et on a donc montré à l'occasion de l'exposition, une série de 10 statuettes au total, donc des petites sculptures en plâtre, qui représentent des femmes de jeunes mondaines, hein, donc des Parisiennes, surnommées par la critique de l'époque, donc c'est les tanagras modernes, et qui étaient très appréciées. C'est vrai que nous, quand on les voit comme ça paraît un peu anecdotique, mais à l'époque, c'était au contraire perçu comme quelque chose de novateur, de moderne. Des critiques comme Roger Marx vont parler à propos des sculptures de Dejean d'instantané, hein, de la vie moderne. Et ce qui plaisait, évidemment, c'était que la femme était représentée à différents moments de la journée. Et je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre ces 10 sculptures et ces 10 petites cartes postales également présentées à l'exposition qui montrent en fait les occupations d'une riche bourgeoise de l'époque. Et vous voyez que la vie en fait d'une jeune mondaine du Paris 1900 était très occupée. Alors elle se lève assez tard, le matin est réservé à la toilette, à l'intérieur. L'après-midi, aux sorties, hein, les courses, les visites de convenance, il y avait les manuels quand on regarde les manuels de savoir-vivre de l'époque, il y avait toute une série de visites qu'on devait rendre pour les différentes occasions. Et puis la soirée, évidemment, avec le théâtre, l'opéra, le restaurant. Tout ça amène la Parisienne à une heure fort avancée de la nuit, et elle se couche, vous voyez, entre 1 et 2 heures du matin. Alors on a quasiment l'équivalent avec les sculptures de Dejean. Là on a la toilette, hein, la femme à sa toilette, très belle petite statuette, donc qui met en scène les premiers moments de la journée. La femme assise, alors on a plusieurs femmes assises, mais celle-ci qui me semble assez représentative en fait de la femme dans son intérieur. Vous savez qu'à l'époque donc la femme était encore associée, il y avait encore très peu de femmes actives, surtout dans la bourgeoisie, puisque le propre d'une bourgeoise, c'était justement de ne pas travailler, hein, sinon elle faisait honte à son mari. Donc là, on a la femme dans son intérieur, qui se repose dans une robe plus confortable. Au contraire, la tenue de sortie pour l'après-midi, le grand chapeau, le manteau, tout ça caractéristique de la mode vers 1900. Pour terminer par les robes de bal, hein, ces robes somptueuses, très décolletées, puisque c'est le moment où la femme, c'est seulement dans les tenues de soirée que la femme peut se décolleter, montrer les épaules. Et donc là, évidemment, Dejean profite de de la somptuosité de la robe, hein, pour rendre cette silhouette de jeune Parisienne. Et la sortie de bal, hein, après c'est assez amusant, c'est vraiment le titre qui est donné, parce que certains titres évidemment sont femmes assises, etc. C'est donné par, c'est des titres de convention, mais quand on reprend les livrets de salons de l'époque, certaines ont vraiment un titre, et la sortie de bal, c'est vraiment son titre, comme la précédente s'appelait Douce oisiveté, voilà. Et celle-ci s'appelle Mélancolie. Alors peut-être évidemment la fin, la fin de la journée, la fatigue de la jeune mondaine, parce que ça, évidemment ça fait rire, mais à l'époque c'était aussi on retrouve, hein, parce qu'il y a différents ouvrages qui sont cités
dans le catalogue sur les heures d'une Parisienne, et la vie d'une mondaine oisive était considérée comme très, très occupée, très fatigante. Elle n'avait pas un moment à elle, entre les visites, les courses, etc., le bal. Donc voilà, peut-être une évocation de cette fatigue de la vie mondaine. Et puis la Parisienne, c'est la sculpture qui a connu la plus grande diffusion, donc cette femme au grand manteau dite parisienne. Alors qui a été... alors toutes ces sculptures, oui, parce qu'en fait ce sont des plâtres qu'on présente, parce qu'en fait ce sont des modèles qui viennent de l'atelier de l'artiste, qui ont été donnés dans les années 50 au Petit Palais, probablement des modèles utilisés par les fondeurs, ces fameux éditeurs de bronze, qui étaient chargés de reproduire ces sculptures en différents exemplaires. Et là, donc, la femme au grand manteau, vous la verrez en bronze dans l'exposition, puisqu'il y a un bronze qui est conservé au musée d'Orsay. Et oui, je voulais terminer tout de même par cette évocation d'Apollinaire, parce que je disais, c'est vraiment surprenant quand on se plonge dans la littérature de l'époque de voir combien ce genre de sculpture plaisait, notamment les sculptures de Dejean, et on voit même chez Apollinaire, qui pourtant n'est pas connu, enfin c'est pas quelqu'un qui aime l'art pompier ni l'art officiel, et bien au contraire, il a quelques lignes favorables sur Dejean. L'envoi de Dejean est remarquable. J'ai particulièrement goûté sa femme en soirée, œuvre simple et du plus gracieux effet. Et donc, c'est aussi parce que c'était perçu comme justement novateur, parce qu'il y avait toute cette recherche autour de l'instantané, du mouvement, et que ça allait au-delà du simple bibelot purement, commercial, voué simplement à reproduire les traits d'une vedette. C'était plus que ça, c'était aussi une réflexion sur comment est-ce qu'on peut représenter l'instantané, le fugitif en sculpture. Alors, une dernière évocation donc du succès de ces Parisiennes par un critique de l'époque. Pour en revenir aux figurines de Dejean, nous revivons à les contempler les impressions éprouvées au passage rapide, à l'entrevue furtive ou à la vue habituelle et continue de nos femmes parisiennes. On les reconnaît bien, en effet, à leurs mouvements souples, à leurs gestes vifs. C'est la Parisienne du dehors, dans son cadre le plus habituel, affairée à ses emplettes, aux attributs de toilette et de costume d'un goût non équivoque et très artiste. C'est la Parisienne à sa toilette, si complètement femme et désirable. L'ensemble de ces statuettes, convenablement disposées, donne bien l'illusion d'un petit peuple féminin, vivant et réel. Voilà. Éloge de la série. Et donc c'est vrai que c'est vraiment important en fait de les montrer, parce que individuellement ça perd vraiment de son intérêt, d'où l'intérêt de les montrer en série, dans des grandes vitrines comme ça, c'était le cas à l'époque. Et donc je voudrais terminer par terminer donc ce rapide panorama. J'aurais pu multiplier les exemples parce que vraiment pour la période on en a à foison, et c'est ce qui est caractéristique de l'art 1900, c'est ce foisonnement, ce bouillonnement. Il y a énormément d'artistes, énormément d'œuvres, donc on n'a que l'embarras du choix. Donc j'ai vraiment fait un choix personnel en fonction de ce qui était présenté ou de ce que j'ai eu l'occasion d'étudier. Je voudrais terminer en montrant que cette production qui peut sembler anecdotique ou qui est le fait d'artistes un peu délaissés par l'histoire de l'art officiel a également concerné les plus grands. Là, vous avez un exemple d'Aristide Maillol, des petites statuettes qui font partie des collections du Petit Palais, une femme vêtue marchand, qui ont des petites terres cuites réalisées dans les années 1900-1910, et qui montrent que Maillol travaille également cette question du mouvement, de comment saisir en sculpture la silhouette d'une jeune femme qui marche. C'est vraiment un thème important dans l'art de cette période. On sait que Gauguin, j'ai pas mis d'image, mais Gauguin a fait aussi des petites statuettes de Parisiennes. J'évoquais le cas de Degas au début de ma conférence, donc c'est vraiment une problématique plus large qui touche à la fois la sculpture décorative mais également la peinture. Voilà. Alors donc je termine donc cette conférence donc, en espérant vous avoir donné l'occasion donc de découvrir ou de redécouvrir donc ce genre artistique complètement démodé aujourd'hui, mais qui a eu une grande importance dans l'art de cette période. Et donc de montrer en fait l'intérêt de ces figurines qui sont plus que des bibelots
à la frontière des objets d'art et de la sculpture, et derrière lesquels se cachent en fait des préoccupations qui sont partagées donc, par les plus grands artistes de la période. Je vous remercie. Merci beaucoup Cécilie pour cette présentation richement documentée, à la fois en documents d'archives et en visuel. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour... Oui, j'arrive. Connaît-on le sculpteur qui est intervenu pour l'immeuble de la Virotte avenue Rapp, s'il vous plaît? C'est un sculpteur qui s'appelle Larrivée, qui était un élève. Il est encore élève à l'école des Beaux-Arts au moment où la Virotte a fait appel à lui, en fait. Donc c'est un vrai sculpteur formé à la tradition. Ouais. Et alors, oui, alors ça c'est pour le portail, parce que pour tout ce qui est décoration des étages, enfin c'est des décorations en grès, qui ont été produites par Alexandre Bigot, qui dirigeait une manufacture de grès célèbre à l'époque. Je m'intéresse à la différence entre la parisienne, qui c'est haute bourgeoisie, aristocratie, et la femme qui habite, par exemple, à Montmartre. Il y a une grande différence entre la toilette, la journée. Alors oui, c'est vrai que, oui, évidemment. Là, les exemples que j'ai montrés, en tous les cas, à la fin, là, les deux gens, c'est vraiment des Parisiennes de la bourgeoisie. Après, pour les femmes de Montmartre, elles sont rarement représentées dans leur, en tous les cas, en sculpture, dans leur quotidien. Il n'y a pas de, c'est soit des danseuses, soit des, voilà, c'est des prostituées, voilà, c'est. Pardon. C'est avec les vêtus en fait quand ils dansent dans le théâtre. Moi, les exemples qui me viennent en tête, en effet, on les voit dans leur rôle. Elles jouent un rôle. Elles sont en costume de scène. Elles sont. C'est pas du tout des femmes. C'est ce qui intéresse les artistes. On le montre rarement les coulisses. Alors après, il faudrait regarder du côté de la peinture, des gravures, etc. Et le cocotte, souvent, on parle de cocotte. C'est quoi? C'est l'actrice ou c'est quoi comme? La cocotte, c'est la demi-mondaine, en fait. C'est la femme entretenue par un riche bourgeois. Voilà. C'est entre les deux, alors, à peu près. C'est entre la parisienne, la parisienne et puis la danseuse, quoi. Merci. Oui, c'est vrai que ça m'avait frappé, finalement, la parisienne que vous avez présentée, c'était la bourgeoise ou la demi-mondaine. Les midinettes, les petites ouvrières de la mode de la rue de la Paix, les gigolettes de Montmartre, les petites trottins qui livraient des chapeaux, ils n'ont pas été représentés. Je vais vous poser une question. Pas dans ce que j'ai montré, en tous les cas, mais on en trouve en peinture, je sais pas, il y a des peintures de en Béraud. Peinture, oui. Voilà, en sculpture, non. En sculpture, non, effectivement. Et en peinture, on les trouve. C'est vrai. Je vais vous poser une question au sujet de Falguière, Cléo de Mérode. Excusez, est-ce qu'il a fait juste le plâtre ou est-ce qu'il y a un marbre derrière? Je crois qu'il y a un marbre. C'est un modèle. Le plâtre qu'on présente, c'est un modèle. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que non. Parce qu'en général, le but d'un plâtre, c'était en effet d'être traduit en marbre ou en bronze. Donc, oui. Et il est où? Je sais pas. Il faudrait que je vérifie. Là, c'est une bonne question, mais voilà. Ça se retrouve facilement, mais là, je n'ai pas la réponse. D'accord. Merci. Voilà. S'il n'y a plus de questions, donc on vous retrouve vendredi pour une conférence de Jean-Claude Yon sur les spectacles du Paris 1900, tout un panorama. Voilà, merci. Vendredi 12h30 ici même. Et sinon le 3 juin, sur Rodin en 1900 par François Blanchetière, ici même. Voilà, merci.